Demain samedi, le président de la République sera en deuxième région. Ibrahim Boubacar Keïta lancera les travaux de la nouvelle route Bamako-Koulikoro pour le bonheur des usagers et habitants de Méguétana. Longue de 60 km, cette route est aujourd'hui impraticable. Assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence pour les couches les plus nécessiteuses. La France se manifeste. Elle met 900 millions de francs CFA à disposition via le programme alimentaire mondial pour appuyer le Mali. La Biennale africaine de la photographie Bamako sera à partir de demain la capitale de la 10e édition. À 24 heures de l'ouverture officielle, le comité d'organisation rassure sur le bon déroulement de ce rendez-vous culturel majeur du continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est attendu ce soir même ici à Bamako en provenance de New Delhi en Inde où il a pris part aux côtés d'une quarantaine de chefs d'État au sommet Inde-Afrique. Nous espérons pouvoir vous montrer les images d'arrivée du président de la République au cours de ce journal. Sinon, ça sera dans nos éditions de demain. Demain, samedi, je vous le disais d'ailleurs dans les titres, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lancera les travaux de la route Bamako-Koulikoro. Cette route aménagée dans les années 99-2000 connaît un état de dégradation très avancé. À la veille donc de cette visite historique du président de la République en deuxième région, l'équipe de reportage de l'ORTM dirigée par Modibo Mariko a fait un tour dans la région et il nous fera l'état des lieux sur la route Bamako-Koulikoro dans ce journal. Et ce communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants, certaines localités du pays connaissent et subissent depuis un certain temps une recrudescence des attaques terroristes. Face à cette situation et en vue de mieux protéger les populations, les forces armées du Mali, FAMA, mènent des opérations pour mettre hors d'état de nuire, traquer, neutraliser ou capturer tout élément suspect. C'est dans ce cadre que l'opération Seno a été déclenchée dans les cercles de Bankas, Koro, Douanza, Bandiagara, Tomignan. Hier, jeudi 29 octobre 2015, l'opération Seno des FAMA a neutralisé 5 terroristes, récupéré 3 motos et détruit de nombreux abris dans la localité de Tchembada dans le cercle de Tassilima. Le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la lutte contre le terrorisme est et reste un objectif majeur pour les FAMA et leurs partenaires. Le ministre félicite les populations des localités concernées et les encourage à davantage contribuer à l'éradication de ce fléau qui sape tous nos efforts de développement et menace la cohésion nationale. Coopération, la France appuie le Mali à travers le programme alimentaire mondial PAM. Les différentes parties viennent de signer cet après-midi un protocole d'accord pour un montant de près de 900 millions de francs CFA. Cette somme permettra au programme alimentaire mondial de faire face aux besoins d'assistance alimentaire nutritionnelle d'urgence des plus nécessiteux. La cérémonie de signature a été suivie par notre reporter Mohamed Ould Mamouni. Les promesses faites par la France lors de la conférence de l'OCDE sur la relance de l'économie malienne se concrétisent. Paris met à la disposition de notre pays 853 millions de francs CFA. Cette somme devra permettre au PAM, le Programme alimentaire mondial, d'intervenir urgemment en faveur des personnes les plus vulnérables. Lorsqu'on a dit qu'ensemble nous allions œuvrer au développement du Nord, que la France apporterait sa contribution à l'effort du Mali. Bien évidemment, il y a aussi une partie humanitaire. Et la partie humanitaire, ça n'attend pas parce que les populations n'attendent pas. Il était important, je crois, de commencer par cette partie humanitaire. La contribution française pour l'année 2015, d'une valeur d'1 300 000 €, 853 millions de francs CFA, va permettre au PAM de venir en aide à quelques 2300 personnes en insécurité alimentaire et 41 800 enfants souffrant de la malnutrition.
Les interventions financées par cette aide sont concentrées sur les régions de Mopti, de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Cet appui de la France témoigne des bonnes relations entre Paris et Bamako. Aujourd'hui, nous assistons à la signature d'un protocole de financement avec le Programme alimentaire mondial visant à renforcer la résilience et à améliorer la nutrition de 3 millions de personnes sur une période de 3 ans. Je voudrais, en cette heureuse occasion, au nom des plus hautes autorités de notre pays, saluer ce bel exemple d'exploitation du momentum. L'ambassadeur de France au Mali rassure que d'autres fonds seront bientôt débloqués, cela pour permettre à notre pays de sortir rapidement de cette crise qui n'a que trop duré. La commission Vérité, Justice et Réconciliation ne perd pas de temps. Elle a entamé dans le district de Bamako sa toute première activité et c'est la maison de la presse de Bamako qui a accueilli les membres de la commission. Une conférence de presse a été animée à cet effet, conférence suivie par notre reporter Abdrahman Meiga. C'est une des toutes premières activités initiées par la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Elle s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions envisagées. Constituée il y a de cela 45 jours par la nomination des commissaires, la commission vise par ses actions à rencontrer certaines corporations de la société, au nombre desquelles la presse nationale figure en bonne place. 3 points étaient au centre de ce face-à-face avec les représentants de la presse nationale. La présentation des membres de la commission, ses stratégies d'intervention et le recueil des préoccupations et attentes des hommes des médias. Nous connaissons le rôle que vous jouez dans l'approfondissement de cette démocratie si chèrement acquise. Et nous avons besoin de votre soutien, de votre accompagnement dans cette tâche difficile que le peuple malien nous a confiée. Au cours de cette conférence de presse, les responsables de la commission Vérité, Justice et Réconciliation ont aussi expliqué aux hommes des médias la mission qui leur a été confiée par les plus hautes autorités. La rencontre a permis également de présenter le projet de feuille de route élaboré pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Un des points saillants demeure, au dire du président, la réconciliation de tous les fils du pays. Ce qui est en jeu, c'est le Mali, c'est l'unité du pays, c'est son intégrité, c'est la cohésion sociale et c'est notre travail, un travail de reconstruction du vivre ensemble. Et quand on travaille sur des matières comme ça, on doit faire preuve de beaucoup de responsabilité, de beaucoup de modestie et de beaucoup d'humilité. Pour ce faire, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, selon ses responsables, rencontrera à partir de ce vendredi les forces vives de la nation, des partis politiques, les ambassadeurs et les représentations diplomatiques, le tout couronné par une mission dans les régions nord du Mali. Fin à Bamako de la conférence des centrales syndicales de l'espace UEMOA, de la Guinée, de la Mauritanie et de la CGT, la Confédération syndicale de France, le monde du travail face aux conflits sociaux et aux crises sécuritaires dans l'espace UEMOA. C'est le thème débattu par les responsables syndicaux à cette conférence. On fait le point avec Nouhoum Sissoko. Après 3 jours de travaux, les assises sous-régionales de Bamako des centrales syndicales de l'espace UEMOA, de la Guinée, de la Mauritanie et de la CGT France ont été sanctionnées par d'importantes recommandations. Le renforcement de l'unité d'action et de la cohésion syndicale dans les pays de l'espace UEMOA, de la Guinée et de la Mauritanie. La création du Conseil national du dialogue social au Mali, au Bénin et au Burkina Faso. La mise en place de mécanismes d'alerte précoce assortis d'une plateforme d'échange interpays. L'organisation d'un atelier sous-régional sur la conceptualisation des différents systèmes de relations professionnelles entre syndicats, gouvernements et employeurs. Les participants ont également adopté une feuille de route dans le cadre de la prévention, la gestion et la résolution des conflits sociaux et des crises sécuritaires. Aucune centrale d'un pays quelconque à elle seule ne pourra relever le défi. Il est fondamental, encore une fois, que nous nous donnions la main afin de préparer les luttes futures et de remettre un peu les travailleuses et les travailleurs à l'aise. C'est de notre responsabilité. Il faut que nous nous y engageons. Je pourrais dire que les chefs d'État et de gouvernement ne se sont pas trompés. Lorsqu'en 2009, ils ont mis en place
le Conseil du travail et du dialogue social. Pourquoi ils ont mis en place ce conseil? C'était pour assurer l'implication effective des partenaires sociaux au processus de construction de l'Union. Cette rencontre des centrales syndicales organisée par la CSTM s'est penchée sur le thème « Le monde du travail face aux conflits sociaux et aux crises sécuritaires dans l'espace UEMOA ». Elle a bénéficié de l'accompagnement du BIT, de la commission de l'UEMOA, de la CGT France ainsi que de la Fondation Friedrich Ebert. Autre clôture, celle du premier congrès de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique francophone. Le thème de cette édition était « Rôle de la sage-femme dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Quel défi pour les systèmes de santé en Afrique ?» Cérémonie de clôture suivie par Kumba Nyambeli. Les sages-femmes de l'Afrique francophone s'engagent encore à lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile qui reste élevée dans nos pays. Une femme ne doit plus mourir en allant donner la vie. Les sages-femmes doivent prendre leurs responsabilités et savoir qu'elles ont un mot à dire dans les 15 pays de la Fédération des associations de sages-femmes. Si la naissance est le point d'orgue du métier, la sage-femme accompagne la femme tout au long de la grossesse et jusqu'au 7e jour de vie du bébé, avec des responsabilités de plus en plus importantes. C'est pourquoi les sages-femmes bien formées peuvent fournir 87% des soins essentiels aux femmes et aux nouveau-nés. Les sages-femmes recommandent des mesures qui aideront à atteindre certains objectifs. Des recommandations pour notre détermination à jouer désormais le rôle qui nous revient dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous avons fait des recommandations aussi par rapport au plan de carrière de la sage-femme et nous avons comme aubaine l'application du système LMD dans nos différents pays et nous avons aussi demandé aux autorités de bien vouloir soutenir les associations pour que nous puissions jouer pleinement notre rôle qui nous est dévolu. Les délibérations qui viennent d'être présentées ici, Madame le ministre se fera en tout cas le devoir de partager cela avec ses collègues ministres à l'occasion en tout cas de toutes les rencontres pour vraiment valoriser encore le travail du congrès qui a été fait ici. Le fardeau de la maladie est en Afrique. Je pense qu'il faut mobiliser les troupes pour la bataille. Ces sages-femmes étaient venues de 15 pays de l'espace francophone. Après leur nomination, 6 inspecteurs à l'inspection ont prêté serment devant la Cour suprême. Un inspecteur à l'inspection de l'équipement et des transports et 5 inspecteurs à l'inspection des affaires sociales. Voilà, les images sont là. Ces récipiendaires auront désormais la lourde tâche de mener les inspections de l'État dans les différentes missions par rapport à leur service. Après avoir prêté serment, ils ont été envoyés à l'exercice de leurs fonctions par l'institution, la Cour suprême. Contribution prévue et déterminée nationale, c'est l'intitulé du document que le Mali entend présenter à la conférence de Paris sur les changements climatiques, conférence prévue au mois de décembre prochain. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et ses partenaires ont échangé autour de ce manuel. Et c'est à la faveur d'une réunion d'information et de concertation sur la COP 21. Nouroun Sissoko. À un mois de la conférence de Paris sur les changements climatiques, le Mali et ses partenaires harmonisent leur point de vue pour une participation de qualité. Les propositions du Mali sont contenues dans un document intitulé « Contribution prévue et déterminée nationale, CPDN ». Ce document d'une 20aine de pages traite de la situation du Mali face au changement climatique, des prévisions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique entre autres. C'est avec cet outil que notre pays souhaite apporter son appui dans la mise en place d'un nouvel accord international sur le climat au sortir de la COP 21. En matière d'adaptation, la vision du Mali est de faire de l'économie verte et résiliente au changement climatique à travers 5 grands programmes qui ont été présentés par le président de la République au sommet mondial sur le climat tenu en septembre 2014 à New York pour la période 2015-2020. Ces programmes portent notamment sur la foresterie, l'agriculture intelligente, les énergies renouvelables, les ressources en eau et les ressources pastorales. Sur le plan de l'atténuation, la vision adoptée par le Mali,
qui est un puits de carbone, c'est-à-dire qui stocke plus qu'il n'émet de carbone, considère qu'il doit contribuer au maximum de ses possibilités à l'ambition collective de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Le document sur la contribution du Mali à la conférence mondiale de Paris sur le climat a été transmis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques le 29 septembre dernier. Il s'agit pour nous d'une part de manifester notre solidarité à l'échelle internationale et d'autre part de limiter l'impact négatif des changements climatiques sur l'agriculture et sur les écosystèmes naturels de notre pays. Cette journée d'information et de concertation a regroupé d'anciens ministres de l'Environnement, les représentants de différents départements ministériels et de services centraux, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Intervenant au Mali depuis 30 ans, plus précisément dans la région de Mopti, l'ONG américaine Near East Foundation entend accroître son intervention dans en 5e région. Pour ce faire, elle entend désormais mettre l'accent sur un nouveau volet de coopération, en l'occurrence la décentralisation des fonds climat, afin de permettre aux collectivités locales de pouvoir mobiliser des ressources internationales pour faire face au changement climatique. L'information a été donnée aujourd'hui, c'était dans le cadre du centenaire de l'ONG américaine. Le Mali fait partie de l'un de ses plus grands volets. On retrouve depuis New York Salif Sanogo. C'est une organisation centenaire qui intervient au Mali depuis plus d'un quart de siècle. Et dans notre pays, c'est dans la région de Mopti qu'elle mène l'essentiel de ses activités, dans une grande discrétion certes, mais avec une certaine efficacité. Near East Foundation donc intervient au Mali depuis plus de 30 ans et surtout Near East Foundation fait plus de la moitié de ses activités au Mali. Near East Foundation a des programmes sur le long terme et dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Donc elle aide à la lutte contre la pauvreté essentiellement dans la région de Mopti, dans la gestion des pêcheries, dans la gestion des pâturages, dans la gestion des points d'eau, des terres agricoles, donc comme je l'ai dit, des ressources naturelles. Avec la célébration de ce centenaire, la Near East Foundation entend initier un nouveau programme, notamment au Mali, consacré à la décentralisation des fonds climat. On espère qu'après ce projet pilote, que les collectivités au niveau local pourraient accéder aux fonds internationaux directement pour les changements climatiques. Donc l'avenir et le défi pour nous actuellement, c'est comment est-ce qu'on peut ouvrir les collectivités locales aux fonds internationaux, puisque ce sont ces populations à la base qui sont les plus frappées par les changements climatiques et qui ont besoin de s'adapter. À l'heure des changements climatiques et de leurs conséquences, une telle initiative ne peut que renforcer les capacités des collectivités locales. Nous allons rester avec la région de Mopti, en 5e région. Ouverture des travaux de la conférence régionale sur les bourgoutières. Ces assises vont déterminer les conditions idoines pour une meilleure transhumance 2015-2016. Yacouba Meïga depuis Mopti. La présente rencontre qui regroupe l'ensemble des acteurs du sous-secteur de l'élevage vise à assurer une meilleure organisation de la transhumance au titre de la campagne pastorale 2015-2016. La conférence régionale sur les bourgoutières constitue donc le forum le mieux indiqué où autorités politico-administratives, structures techniques et représentants du monde éleveur et agro-éleveur échangent sur des dossiers liés à la gestion des ressources du delta, la sécurité des personnes et des animaux. Il sera aussi question des dimensions sociales et culturelles de la transhumance avec la fixation des dates de traversée des animaux au niveau des différents points, notamment le Yaral à Diafarabé et le Dégal à Dialoubé, 2 événements culturels inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Chacun, en effet, se doit de contribuer aux efforts de préservation de l'écosystème et l'utilisation rationnelle des ressources. C'est là pour au bénéfice des générations présentes et futures. Le département place les assises de la conférence régionale sur les bourgoutières sous le signe de la paix, sous le signe du développement et sous le signe de la sécurité sociale. Voilà. Et particulièrement sous le signe aussi du développement de l'élevage, la sécurisation de l'élevage.
À titre de rappel, c'était en 1821 que le souverain Sékou Amadou, roi du Massina, dans ses réformes, ordonna la gestion des bourgoutières du delta intérieur du Niger par l'instauration d'une date d'entrée à partir de Diafarabé et d'une date de sortie des troupeaux à Dialoubé. Ces assises de la conférence régionale sur le bourgoutière ont été rendues possibles grâce à l'appui financier de la MINUSMA. La Turquie a fêté hier jeudi ses 92 ans. Les invités composés de ministres, des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités dans notre pays et d'autres invités se sont retrouvés pour cette célébration. Et ces retrouvailles permettent de renforcer les liens amicaux et de collaboration entre le Mali et la Turquie, nous dit Mariam Sagara. La jeune coopération Mali-Turquie se porte à merveille. C'est ce que témoigne la présence de plusieurs ministres au 92e anniversaire à Bamako. Les 3 dernières semaines ont été difficiles et douloureuses pour le peuple turc. Nous avons souffert d'attentats terroristes sanglants. Et je voudrais aussi dire que nous avons été touchés par les lettres de condoléances du président du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, adressé à notre président, ainsi que les visites du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Issaka Sidibé, et le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères à notre ambassade. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont présenté leurs condoléances et ont fait preuve de leur compassion ici à Bamako. Malgré ces événements éprouvants, la Turquie se montrera plus forte et plus déterminée que jamais. Que les âmes de victimes reposent en paix. Le partenariat entre le Mali et la Turquie a connu une dynamique nouvelle lors de la visite d'État en Turquie de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, marquée par la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'artisanat, de la culture, de la formation professionnelle, de l'économie et du commerce. La tenue prochaine à Bamako de la 3e session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et technique Mali-Turquie permettra d'évaluer toutes ces actions et de définir de nouvelles perspectives. De 2010 à nos jours, la Turquie a beaucoup soutenu le Mali dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, la sécurité, l'économie et même la culture. La fête nationale de ce 29 octobre 2015 est un rappel de la proclamation de la République turque, le 29 octobre 1923. Pays laïque, la Turquie mène plusieurs actions humanitaires au Mali. Entre Bamako et Istanbul, la compagnie Turkish Airlines a ouvert une ligne depuis le 26 mai 2014. Notre capitale accueillera à partir de demain 31 octobre au 31 décembre, la 10e édition des rencontres de Bamako, la biennale africaine de la photographie. À 24 heures de l'ouverture officielle de ce rendez-vous culturel majeur du continent, les préparatifs vont bon train. Le comité d'organisation rassure sur le bon déroulé de l'événement. Le constat sur le terrain de notre équipe de reportage dirigée par Modibo Soirée. Nous sommes ici dans la grande salle d'exposition du Musée national du Mali, espace qui va abriter la majeure partie de cette 10e biennale africaine de la photographie. Le comité d'organisation s'attelle depuis quelques jours au dernier réglage afin d'offrir au monde de la culture et au public bamakois une manifestation de qualité après une interruption de quelques années. On est en train donc d'installer les expositions, le montage des expositions. Déjà au mémorial Modibo Keïta, c'est fini, au musée de district, c'est fini. Et donc il reste donc le chantier du musée national sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous attendons donc les invités qui vont arriver pour l'essentiel entre le 30 et le 31 au matin. Et à part ça, donc tout va bien sur le plan de la préparation de l'événement. Plus
de 170 professionnels du secteur venant du monde entier sont attendus à Bamako. Quelques 2000 œuvres photographiques seront exposées à ce rendez-vous, pour lequel le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme du Mali, à travers son premier responsable, s'est investi pour la réussite totale de l'événement qui a pour thème central cette année Telling Time ou raconter le temps. Nous avons décidé donc de travailler sur le thème particulier de Telling Time, en partant sur l'idée de base qui est les événements que le Mali a connus, et en particulier donc la crise que le Mali a connue. L'idée donc c'est de partir sur un travail photographique où les photographes montrent leur capacité de raconter des histoires, de raconter le passé, de raconter le présent, mais aussi pourquoi pas de parler de futur. Ici, une équipe de professionnels des expositions est au four et au moulin pour l'installation des œuvres photos. Le gros travail du monteur, c'est de réussir à, dans un temps réduit, installer le plus possible de choses, mais comme on est dans le domaine de l'art, il faut savoir rester toujours précis au millimètre. Donc c'est cette contradiction entre la vitesse et la précision qui fait la difficulté. Voilà, le compte à rebours a donc commencé au Musée national du Mali, quartier général des rencontres de Bamako. D'autres sites sont retenus pour accueillir les participants, notamment le mémorial Modibo Keïta, l'Institut français du Mali, la Bibliothèque nationale, le musée du district de Bamako et une dizaine d'espaces culturels et de studios photos à travers la capitale. Édition qui sera suivie par Modibo Soirée. Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, dans ses prises de contact, s'est rendue chez les religieux. L'hygiène des populations, un concept clé au niveau des religions, a été largement débattu. Pour cette raison, assurance a été donnée à Madame le ministre pour une mobilisation de tous, car la santé n'a pas de prix. Alpha Meiga, compte rendu. L'hygiène est une des vertus fondamentales dans la religion musulmane et c'est fort de ce constat que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré le Haut Conseil islamique. Je sais qu'ils sont très proches de la population. La santé est avant tout entre les mains de tout un chacun. Et je sais qu'ils peuvent nous aider pour l'information, la sensibilisation. Il va falloir que tout le monde se mobilise. Pour le président du Haut Conseil islamique, la santé n'a pas de prix. La mobilisation de tous pour aider les autorités sanitaires est un devoir. La santé aujourd'hui doit être l'affaire de tout le monde. La santé a un coût. C'est un coût que tout le monde doit partager. La disponibilité de la population pour accompagner nos services sanitaires doit être vraiment quelque chose de permanent. La question des religions, le sujet s'est invité aux échanges. Moi, je ne me suis jamais senti exclue. Je voudrais même vous montrer quelque chose. Vous voyez ça? Ça, c'est le ministre de la Santé de l'IRA qui m'a offert cette médaille avec l'effigie de la Vierge Marie. Là où je croyais qu'on allait m'exclure, là où je croyais qu'on allait me mettre de côté à cause de ma religion, au contraire, on m'a accueilli bras ouverts pour dire que quand on dit un Dieu, c'est un Dieu. Dieu est unique. Donc nous sommes la même famille. Auparavant, le ministre de la Santé s'est rendu à l'archevêché de Bamako. Là, Marie-Madeleine Togo s'est entretenue avec Monseigneur Jean Verbeau, archevêque de Bamako. On reste avec Alpha Meiga qui a suivi la visite aussi du ministre de l'Aménagement du territoire et de la population. Visite de terrain dans les services relevant de son département. 3 véhicules tout-terrain pour un montant de plus de 50 millions de francs CFA ont été remis à la Direction nationale de l'aménagement du territoire. Une cérémonie très modeste consacrée à la remise de moyens logistiques. 3 véhicules pour la Direction nationale de l'aménagement du territoire. L'optimisme, à mon avis, est de rigueur. Pourquoi? Parce que d'abord, les plus hautes autorités ont décidé de créer un département de l'aménagement du territoire et de la population. Ça veut dire que déjà, on attend de chacun de nous de mettre en lumière, n'est-ce pas, cette matière d'aménagement du territoire qui est longtemps restée dans les tiroirs. Il faut maintenant la sortir et la mettre en valeur.
en faire la vitrine pour le département. Les véhicules ont coûté plus de 50 millions de francs CFA. Effectivement, la balle est dans notre camp. Je pense que l'occasion est bien opportune. D'abord, comme vous le voyez, c'est des véhicules flambant neufs que nous venons de recevoir. Et nous pensons ne ménager aucun effort, bien sûr, pour les utiliser à bon escient. Et bien sûr, dans le but, bien sûr, d'accomplir les missions qui nous ont été assignées par les plus hautes autorités, notamment le département en charge de l'aménagement du territoire. Auparavant, le ministre a rencontré l'ensemble du personnel avec qui les échanges ont été très fructueux. L'ONG Agir respecte son engagement de soutien financier aux 8 élèves des classes de 11e année primées lors du prix d'excellence pour la qualité de l'éducation dans notre pays. Ces élèves bénéficient d'une aide de 450 000 francs CFA pour l'année scolaire 2015. Les premières tranches de cette bourse ont été remises ce matin aux bénéficiaires. C'était au siège de l'ONG Agir. Madame Meiga Kadiatoubabi, personne ressource en éducation de l'ONG Agir, nous explique les critères de sélection. Elle est au micro de Agali Aguissa. La cérémonie de ce matin, elle est très brève, elle est très simple, mais elle est d'une signification importante pour nous parce que c'est la suite du processus qu'on avait enclenché lors de l'année scolaire 2014-2015 dans le cadre de l'organisation du concours d'excellence de l'ONG Agir. Le 22 août passé, des élèves ont été primés. Vous avez certainement suivi l'événement. Et ils ont reçu plusieurs lots. Et parmi les lots, il y a également une bourse de 450 000 par lauréat pour l'année scolaire 2015-2016. Nous sommes au premier trimestre de cette année scolaire. Donc, et c'est la première rencontre avec les élèves depuis la rentrée scolaire. C'est pour leur remettre leur bourse trimestrielle. Il y a plus de 600 élèves qui ont participé à ce concours de tous les établissements secondaires classe 11e de Bamako, l'Académie Rive Droite et l'Académie Rive Gauche. C'est des élèves qui ont eu des moyennes supérieures à 12 de moyenne, souvent 10 à 12 de moyenne, ça dépend des séries, mais toutes les séries aussi étaient concernées. Ils sont 8 parce que nous avons pris les 3 premiers de chaque catégorie et malheureusement pour la catégorie lettres, il n'y avait que 2 qui remplissaient les critères de sélection. Le sommet Afrique-France, Bamako, le Mali se prépare. L'événement est prévu pour décembre 2016 et la réussite de ce grand événement est un défi à relever pour le Mali. Le président du comité d'organisation nationale du sommet Afrique-France 2016, Abdullah Koulibaly, a dans ce contexte visité l'hôtel 5 étoiles Afriquia pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux qui ont repris depuis mai dernier. Visite suivie par notre reporter Daouda Sidiki Diarra. Après la reprise des travaux d'achèvement du chantier de l'hôtel 5 étoiles Afriquia en mai dernier, l'heure est à l'action et non aux mots. C'est dans cet esprit que le président du comité national d'organisation du sommet Afrique-France 2016 s'est rendu dans ce chantier pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. L'achèvement des travaux dans le temps imparti par les autorités est un défi pour les maîtres d'ouvrage délégués. Tous les moyens ont été mis. Là, vous connaissez l'AECO. Elle a pu résister et elle a pu quand même sur place mobiliser le financement qu'il faut. Donc la balle est entre nos mains. On a organisé et planifié de sorte à ce qu'on donne l'hôtel en avril et on donne les clés aux gens qui vont s'occuper de l'exploitation. Ces travaux concernent les aménagements extérieurs, la climatisation, la décoration, les plomberies, le revêtement des plafonds et les fournitures de mobilier. Ce sont plus de 7 entreprises qui sont engagées dans la finition de l'hôtel. Chacune de ces entreprises évolue dans son domaine. C'est un hôtel 5 étoiles à 9 niveaux avec 117 chambres, 17 suites, dont une présentielle. Cette infrastructure hôtelière, une fois finie, va contribuer à l'embellissement de la ville de Bamako. Pour rappel, le sommet Afrique-France aura lieu à Bamako en décembre 2016.
En deuxième région, une mission de supervision de la campagne agricole 2015-2016 est passée par Kassela dans la commune de Baguineda. La délégation a constaté l'application correcte des techniques agricoles, de l'apport des agrodealers dans les productions sémencières et d'autres domaines de l'agriculture. Le point avec Brahima Kone. Ils sont agrodealers, producteurs sémenciers, chercheurs, paysans modèles, responsables de laboratoires et d'associations paysannes à accueillir à Kassela, commune de Baguineda, la mission de supervision de la campagne agricole 2015-2016. La mission a constaté la bonne expérience de Cheikh Amala Kamara, un agrodealer qui s'investit aussi dans la production sémencière. Il est préférable de concilier le commerce et la production agricole. Je pense que l'agriculture est un domaine transversal. Que vous soyez commerçant comme moi, fonctionnaire ou ouvrier, vous pouvez bien évoluer dans l'agriculture. Nous encourageons à persévérer vraiment toujours avec cette vision, en tout cas de rapprocher davantage vraiment les intrants agricoles des producteurs pour que vraiment on puisse atteindre les défis de l'autosuffisance alimentaire au niveau de Kassela en général et de la région de Kouloukourou. Le chef de la mission de supervision s'est régi de l'application de l'irrigation d'appoint dans les champs de maïs, sorgho et riz de Cheikh Amala Kamara. Nous avons affaire au changement climatique. Dans le moment là, nous avons le taux de sécheresse. Et pour lutter contre ça, il faut qu'on soit résilient. Donc le premier constat, c'est que les gens ont commencé à s'approprier la notion d'irrigation d'appoint. Je crois que c'est fondamental pour le pays. La délégation a visité à Baguineda les magasins et boutiques de agrotropiques qui s'adonnent aux mêmes exercices que Cheikh Amala Kamara. Il s'agit bien de la production et vente d'intrants et de produits sémenciers contribuant à la lutte contre les changements climatiques. À Kassela, de façon générale, les producteurs semblent bien appliquer les techniques agricoles, ce qui est à l'actif des soldats de la Révolution verte. Nous allons à Tombouctou, plus de 200 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 7 mini-réseaux d'adduction d'eau dans la région de Tombouctou. C'est dans le cadre commun WASH que ces ouvrages ont été financés par ECO et le Fonds Climat. Tombouctou, Yeya Tandina. Au total, 7 mini-réseaux d'adduction d'eau ont été réhabilités et mis à la disposition des populations de la région de Tombouctou, sur financement d'ECO et le Fonds Climat avec une intermédiation sociale assurée par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS. Cette action vise à contribuer à améliorer le système d'approvisionnement en eau potable des populations affectées par la crise au nord. Le projet a coûté plus de 222 millions. À travers plusieurs acteurs, dont l'entreprise, le bureau de contrôle, l'ONG AMSS qui s'est chargé de l'intermédiation sociale et sous la supervision de la direction régionale de l'hydraulique. Les bénéficiaires, après renforcement de leurs capacités dans la mise en place des mécanismes de gestion technique et financière, aussi sur les bonnes pratiques à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ont salué cette assistance humanitaire. Nous remercions les partenaires qui nous ont donné l'eau. C'est comme s'ils nous ont donné la vie. J'invite toute la population à prendre soin de ces ouvrages. On quand même contribué beaucoup à améliorer les conditions de vie des populations, surtout si on voit d'une manière générale. Nous pouvons constater qu'à peu près plus de 50 000 personnes ont eu accès à l'eau potable grâce à ces réhabilitations. Nous souhaitons que ça soit une réplique pour 2016. 2016 quand même, on va prendre en compte nos aspirations qui concernent vraiment les nouvelles créations. Les localités bénéficiaires sont entre autres Bariz à Tombouctou, Dakafifo, Imbabou à Gourmararous, Boudemsidamara et Minesingé à Diré et enfin Tonka et Kanei dans le cercle de Gundam. Ça y est, demain samedi, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lancera les travaux de la route Bamako-Koulikoro. Cette route aménagée dans les années 99-2000 connaît aujourd'hui un état de dégradation très avancé. Demandez plutôt aux usagers de cette voie. Conséquence des accidents et des poussières sont le lot quotidien des usagers de cette voie toute la journée. En prélude à cette visite historique du président de la République, l'équipe de reportage dirigée par Modibo Mariko fait un état des lieux. Suivez.
En quittant Bamako pour Koulikoro, juste après Mouroubabougou, à peine 30 minutes de route, on tombe sur un premier accident. Un minicar rempli de passagers a dérapé par suite de l'éclatement de son pneu et du mauvais état de la route. Les rescapés racontent leur calvaire. Des accidents comme on en rencontre fréquemment sur nos voies. Selon un riverain de l'axe Bamako-Koulikoro, il en est témoin en moyenne 4 à 5 fois dans la journée, ce qui fait de cette voie l'une des plus accidentogènes du Mali. Les accidents de la route, de la poussière toute la journée, les retards sont le lot quotidien des usagers. Le désagrément, c'est non seulement il y a tellement de trous sur la route, tellement de casses d'eau, tellement de choses, ça cause des accidents partout. Vous voyez, il y a même un accident devant nous. Au lieu de faire 10 minutes, 15 minutes pour quitter dans ton domicile pour aller au travail, tu fais ça 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps souvent. Vraiment, ça nous fait très 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 mal. Tu ne peux pas porter la même chemise 2 fois pendant toute la journée. Une fois revenu de la ville, tu es obligé de changer de chemise. La poussière. La voie aménagée dans les années 99-2000 pour recevoir une centaine de véhicules par jour se retrouve aujourd'hui avec plus de 10 000, faisant de la RN27, la route de Koulikoro, la deuxième voie la plus fréquentée du Mali après l'axe Bamako-Ségou. Aujourd'hui, on peut dire que la route n'existe plus. En un moment donné, j'ai dit, elle a atteint son âge aussi. Elle a atteint son âge. En plus de ça, il y a eu un trafic est quasiment 10 fois plus qui fréquentent la route que ce pourquoi il a été réalisé. Tout ça mis ensemble, vraiment, quand on regarde la route actuelle aujourd'hui, on peut dire que la route n'existe plus. Des camions belles, des voitures, des particuliers, des motos, tout y passe et ça roule toute la journée. Pour arriver à destination, un seul secret, être un bon joueur de damier, sauf qu'ici, les jeux se passent sur la voie et ça finit toujours dans un trou. De l'avis du directeur national de la route, son département fait des efforts, mais des efforts à peine visibles à cause de l'âge et de l'état de fatigue de la route Bamako-Koulikoro. On a pu mettre en place les ressources pour réaliser une infrastructure qui répondra et du point de vue qualité et du point de vue de toutes les normes et aux standards des routes autoroutières du monde entier. C'est une route en 2 fois 2 voies où on a revu quand même la consistance de la route afin que ça puisse répondre à tous les types de trafic qui pourront utiliser la route. La nouvelle la reprise en 2 fois 2 voies de la route de Koulikoro avec à partir de Kayo un pont pour rallier la route de Ségou est bien apprécié par les citoyens de la cité du Médiétan. Moi en tant que citoyen, c'est-à-dire de Koulikoro, depuis que j'ai appris cette nouvelle, vraiment j'ai été beaucoup émerveillé. Vraiment je ne peux que féliciter, c'est-à-dire les autorités administratives et politiques à travers de ce pays-là. Ça va désengorger la route entre Ségou et Koulikoro et ça va nous faciliter aussi les déplacements entre Bamako et Koulikoro. Surtout nous, on est des commerçants. Chaque semaine, on va à Bamako. Les va-et-vient, ça nous coûte énormément de temps et physiquement, on est fatigué. C'est une très bonne chose. Koulikoro est à 60 km de Bamako. Si on fait une route pareille, or qu'avec les locations de Bamako qui coûtent cher, et donc maintenant, si on fait les 2 voies entre Koulikoro et Bamako, ça va permettre quand même à la population de se déplacer très facilement de Koulikoro à Bamako et de Bamako à Koulikoro. Je suis très content par rapport à la construction de cette route. Parce que moi, je suis ancien, je sers à Tlomadio. Je vois comment chaque fois il y a des accidents par-ci par-là. Koulikoro est en effervescence et la ville compte mettre les petits plats dans les grands pour recevoir le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Ici, les populations restent convaincues que l'avènement de la nouvelle route sera un tournant décisif dans le développement de Koulikoro. Voilà, on rappelle aux populations du Méguétan que le président de la République sera des vôtres demain.
Un mot de politique, journée d'échange interparti à Gao sur l'appropriation de l'accord de paix d'Alger organisé par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie en partenariat avec la MINUSMA. Cette rencontre a regroupé les représentants des partis politiques au niveau régional. Gao, Drissa Koné. C'est sans adversité aucune que les représentants des partis politiques ont répondu massivement à cette journée d'échange sur l'appropriation de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Les organisateurs sont convaincus que la meilleure compréhension de ce document permettra aux acteurs politiques et à la société civile de mieux s'impliquer dans sa mise en œuvre. La réussite des mesures et réformes qui découleront de l'application de l'accord dépendront en partie de l'engagement des acteurs politiques qui seront davantage plus responsabilisés quant à la gestion des affaires des populations au niveau local et régional. Jusque-là, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a plusieurs dispositions sur le plan institutionnel, sur le plan juridico-politique et sur beaucoup d'autres plans. Sur le plan sécuritaire, par contre, sur le plan de l'armée, sur le plan de la DDR, qui est la démobilisation et le désarmement. Donc, nous allons aujourd'hui partager avec les populations de Gao ces modules. Au terme de la journée, les participants doivent être capables de sensibiliser pour une large vulgarisation de l'accord dans leur démembrement au niveau des cercles et des communes. Pour cette série d'activités, la MINUSMA accompagne le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDID. La MINUSMA ne ménagera aucun effort pour accompagner tous les acteurs maliens en général et la classe politique en particulier en vue de promouvoir la paix et la sécurité dans ce pays et appuyer le processus de réconciliation nationale au Mali. L'organisation d'un tel atelier peut permettre aux différents acteurs de se rencontrer, d'échanger et de partager leurs interrogations afin d'approprier le contenu et l'esprit de cet accord. Le CMDID est appuyé dans cette action par son partenaire financier, Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Plus de 40 millions de francs CFA pour offrir le confort d'apprentissage aux enfants du village de Sanankoro et Nyaradougou dans le cercle de Sikasso. C'est le geste que l'ONG Save Children vient de faire à travers la réalisation de salles de classe. Sekou Konaté, compte rendu. 6 salles de classe, 2 blocs de direction, dont 3 salles pour chaque village et une direction. C'est ce geste que l'ONG Save Children vient de faire en direction des 2 communautés des communes de Danderesso et de Fenkolo. Une réponse à un besoin d'amélioration de la qualité de l'apprentissage. Ces infrastructures permettront d'alléger le nombre d'élèves par classe et nous avons la conviction qu'un cadre de travail motivant et d'allègement des effectifs devant favoriser un meilleur épanouissement des élèves et avoir un impact positif sur les résultats scolaires. Réalisé pour plus de 40 millions de francs CFA, ces salles de classe offrent toutes les commodités pour un meilleur apprentissage. Nous rassurons donc Save Children International que l'Académie de Sikasso ne ménagera aucun effort pour l'accompagner dans ses nombreuses actions en faveur des enfants du Mali en général et ceux de Sikasso en particulier. Je vais citer entre autres la formation des enseignants, la construction d'infrastructures, les équipements. Et pour les autorités régionales, cette initiative de Save Children est l'illustration d'une constance dans une dynamique d'accompagnement des pouvoirs publics. Cette école est le symbole d'un partenariat solide entre Save Children International et la commune rurale de Fenkolo à travers l'État malien. L'autorité régionale de Sikasso apprécie avec grande satisfaction les interventions de Save Children International dans tous les domaines de développement, à savoir l'éducation, la santé, l'hydraulique et j'en passe. Remise des clés aux villages bénéficiaires, visite des locaux de Sanankoro, l'ambiance était totale avec le folklore du terroir et les villages frontaliers du Burkina Faso. Avant de retrouver la caravane de la paix, ce mot d'insécurité routière ici à Bamako, un accident de la circulation s'est produit cet après-midi aux environs de 16h. Je pense qu'ils vont nous envoyer les images. Une Sotrama a heurté les barrières de protection du monument Patrice Lumumba, non loin de l'IR. L'accident a fait une dizaine de blessés et l'apprenti Sotrama est dans un état grave. Mais par contre,
pas de pertes en vie humaine. Les témoins sur place affirment que l'accident est dû à un excès de vitesse de la part du conducteur. En tout cas, l'enquête nous dira ce qui s'est réellement passé. Voilà, prudence sur les routes. Caravane de la paix, après ça continue sa traversée. Hier, après Bourem, le bateau vient d'accoster, vient d'arriver à Gourma-Harous. Nos envoyés spéciaux, Makamfin Konaté et Mamadou Sidibé. Odibo Sidibé, commandant de cercle de 1973 à 1978, a rassemblé le cercle de Harous et c'est un véritable connaisseur qu'il porte le message jusque dans les maisons. Toucher chaque leader communautaire à domicile, un geste qui a comblé la population de Gourma-Harous. Le parrain en a profité pour donner des conseils de bonne gouvernance aux préfets et aux maires de Harous. Vous êtes quand même en mesure vraiment d'être aux côtés des populations. Vraiment, il faut que vous soyez aux côtés des populations. Et à leur écoute, ils ont besoin de votre présence, ils ont besoin de sentir passer le message. Ils sont désemparés. Et c'est par l'absence de l'État qui a amené toute cette situation. Le chef du village se souvient du passage de cet administrateur exceptionnel dont le seul nom évoque la paix à Harous. C'est un ami intime de mon père. Il a servi ici, sans problème. Personne ne peut parler du mal de lui. Vraiment, on est très, très, très content. Il y aura la paix, Inch'Allah. C'est prêt à Dieu, il y aura la paix. Rien que la paix. Ça montre que la réconciliation a réussi. Ça rend une grande réussite pour la réconciliation. Vraiment, c'est une réussite. Je le connais administrateur civil d'abord au niveau de la direction nationale. Je le connais inspecteur en chef. Et je le connais aussi au niveau des différents cabinets. Je le connais même dans son village natal qui est Manako, dans la commune de Fatouma, Kouneb. C'est pour vous dire que c'est un homme que je connais, qui mérite vraiment confiance et je sais que tout ce qu'il conduit, ça va aboutir. Très satisfait de la démarche, Harous a fait sa preuve à travers une grande mobilisation pour la conférence. Mieux, le parrain et sa délégation ont été gratifiés de 3 béliers et d'un taurion. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance du public qu'il sera procédé à compter du lundi 2 novembre à la remise des cartes NINA dans les 6 communes du district de Bamako. Les opérations de remise porteront sur les cartes non enlevées en 2013 et les nouvelles cartes éditées après les opérations du recensement à vocation d'état civil RAVEC de 2014. Les équipes de remise des cartes NINA sont basées au niveau du centre principal d'état civil de chaque commune du district de Bamako. Et cet autre communiqué du gouverneur du district de Bamako, dans le cadre de la mise en place du collège électoral pour l'élection de leurs représentants, le gouverneur du district de Bamako invite les organisations professionnelles agricoles d'envergure régionale à déposer leur dossier au plus tard le jeudi 5 novembre 2015 à 16 heures délai de rigueur. Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté. Les dossiers peuvent être déposés au gouvernorat du district de Bamako ou à la chambre régionale d'agriculture de Bamako. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain, 10h-13h. Ça sera une présentation de Amara Malé Diallo. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Gao, de Bourem, de Tabancourt et de Gourma-Harous.